C'est une démocratie politique et économique qui correspond à ce que nous appelons, quant à nous, et sans avoir le fétichisme des mots, une démocratie telle que notre pays n'en a jamais connue, parce qu'il fera du bonheur une idée neuve en France. Maude Rivel, bonjour. Bonjour. Que vous pouvez, pour les spectateurs de ces entretiens d'Auxerre 2020 digitaux, vous présenter et présenter en quelques points d'étape votre parcours et vos recherches. J'ai étudié l'histoire à Bielefeld et à Bologne. Ensuite, j'ai fait de la recherche pour ma thèse sur la corruption électorale à Venise à l'université de Berne. Donc, je travaillais entre Berne et Venise. Et donc, j'ai rédigé cette thèse sur la corruption électorale dans la République de Venise, dans le cadre d'un projet un peu plus global qui visait donc à comparer la République de Venise et la République de Berne. Merci beaucoup. Donc, vous êtes spécialiste de cette période absolument fascinante à l'époque moderne, de cet espace fascinant, assez réunissime. Est-ce que vous pourriez, pour les spectateurs et les auditeurs qui vont écouter ce podcast, nous dire pourquoi vous êtes intéressé aux élections politiques dans la période moderne à Venise? Qu'est-ce qui marquait votre intérêt? Alors, donc, ce qui a marqué l'intérêt pour les élections politiques à l'époque moderne, donc, c'était bien sûr l'idée de comparer le fonctionnement de deux républiques à cette même époque, donc entre le XVIe et le XVIIIe siècle, et comprendre comment fonctionnaient donc, les deux systèmes électoraux et surtout la corruption électorale, quels étaient les mécanismes de corruption électorale dans ces deux républiques, quels étaient donc les points communs et les divergences. Donc, l'intérêt était de comprendre comment également comment était utilisé un système électoral dans des gouvernements de type aristocratique. Alors, merci beaucoup. On le voit, donc vous avez fait une étude comparée. Est-ce que vous pourriez préciser pour les auditeurs comment est-ce que fonctionnait le système électoral à Venise à l'époque moderne? C'était un système qui, pour nous, et au premier abord, est très impressionnant et très complexe. Pour commencer, il faut savoir qu'ils se réunissaient, donc les patriciens vénitiens, ceux qui avaient le pouvoir, pour ainsi dire, ceux qui pouvaient participer à la vie politique, étaient environ au nombre de 1500 en moyenne, et qu'ils se réunissaient tous les dimanches, vraiment tous les dimanches et même les jours fériés. Et il y avait beaucoup plus de jours fériés à l'époque que maintenant, dans le Grand Conseil qui est dans le Palais des Doges à Venise pour élire donc, tous les dimanches entre 6 à 12 magistrats et aussi voter les lois de la République. Donc, pendant ces élections-là, il y avait trois grandes parties principales. Donc, la procédure électorale se déroulait en trois grandes parties. La première consistait en un tirage au sort. Donc, tous les patriciens se réunissaient dans cette salle du Grand Conseil et chacun allait tirer une balle dans une urne. S'ils tiraient une balle d'argent, ils devaient retourner à leur place. Si elle était en or, ils avaient le droit de tirer encore une fois une balle d'or ou d'argent. Et s'il repiochait une balle d'or, il faisait partie d'une commission électorale. Donc il y avait généralement 4 commissions électorales. Ces commissions se réunissaient dans des salles à part. Donc ils sortaient du Grand Conseil, ils allaient dans des salles à part. Et c'est eux qui nommaient les candidats. Donc il n'y avait pas de candidature officielle avant les élections. Les candidatures se faisaient pendant les élections par quelqu'un qui vous désignait candidat. Il désignait donc les candidats. Ces noms des candidats étaient nommés sur une liste. Et puis on revenait dans le Grand Conseil, et là, les patriciens qui étaient restés dans ce Grand Conseil votaient pour ou contre les candidats proposés. Alors merci beaucoup, on le voit, une procédure extrêmement complexe, mais est-ce que cette procédure complexe, notamment hybride, avec une forme de tirage au sort, des commissions électorales, pouvait garantir le caractère, dirait-on aujourd'hui, démocratique du fonctionnement de la République? Est-ce que, pour le dire d'un mot, la République de Venise à l'époque moderne s'approchait, bon an mal an, de ce que nous considérons comme étant un fonctionnement démocratique? Non, ce n'était pas une démocratie telle que nous l'entendons nous. Cependant, les Vénitiens avaient quand même leur propre perception de ce qu'était une démocratie et considéraient qu'il y avait des éléments démocratiques dans leur gouvernement. Par exemple, le fait que tous les patriciens, peu importe leur mérite, leur qualité, puissent participer à la vie politique dans le Grand Conseil
était considéré comme une forme de démocratie. Et surtout, le fait qu'ils puissent tous être tirés au sort était considéré comme une forme de démocratie également. En revanche, ils n'étaient pas du tout d'accord sur le fait que n'importe qui puisse être ensuite élu à une charge politique. Et là, pour eux, il était très important qu'il y ait des élections, c'est-à-dire une sélection pour que celui qu'ils estiment comme étant le meilleur candidat puisse être élu. Ce qui est intéressant en étudiant donc la République de Venise, c'est qu'on constate qu'il n'y a jamais véritablement eu de revendication pour inclure une plus grande partie du peuple dans la vie politique vénitienne du Grand Conseil. Même au sein du patriciat, il y avait des divergences, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, certaines familles ont fini par certaines par devenir très riches, très illustres. Elles ont donc accaparé certains postes, tandis que d'autres, la grande majorité, avec des revenus plus modestes, ne pouvaient pas occuper les postes les plus importants, qui n'étaient pas rémunérés, donc ce n'était pas intéressant pour eux, et donc ils s'intéressaient seulement aux petites charges sans réel poids politique. Ces patriciens-là, donc plus modestes, ont fini par, notamment au XVIIIe siècle, à exprimer des revendications pour s'assurer que la participation à la vie politique, disons pour que les prises de décision politiques ne passent pas complètement dans les mains de petites magistratures telles que par exemple le fameux Conseil des 10. Et lors de leurs revendications, ils certes demandaient par exemple à conserver le pouvoir et aussi à accéder à plus de ressources, à aucun moment ils n'ont proposé à ce que une plus grande partie du peuple puisse participer à cette vie politique. D'ailleurs, Napoléon, quand il est arrivé à Venise, il y avait encore certains leaders de cette réforme politique qui se trouvaient en exil ou en prison, qui lui ont dit, écoutez, nous, on est pour une forme de démocratie, mais Napoléon n'a pas été dupe, il ne leur a pas proposé de participer plus qu'à d'autres au nouveau gouvernement. Alors, merci beaucoup. On le voit, donc des différences majeures, fondamentales, notamment aussi en termes de participation de la population, d'élargissement du corps électoral par rapport à nos démocraties libérales, mais en même temps avec une forme de participation accrue dans le temps, toutes les semaines, tous les dimanches et jours fériés, une forme de démocratie continue, mais pour une petite partie des élites patriciennes. Avez-vous étudié d'autres pratiques républicaines qui peuvent s'en rapprocher dans l'histoire, que ce soit dans l'histoire moderne ou dans l'histoire plus récente? Vous avez parlé justement du cas helvétique, du cas bernois. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot? Berne était une république aristocratique qui fonctionnait plus ou moins, grosso modo, de la même manière que Venise, c'est-à-dire là aussi un patriciat qui accaparait les charges politiques. Plus intéressant, selon moi, ce sont les cantons démocratiques suisses, tels que Schwyz ou Zug, et même dans certaines communes des Grisons, qui avaient ce qui se rapproche le plus d'un gouvernement démocratique, à savoir tous les hommes qui étaient en âge de porter les armes se rendaient sur la place publique lorsqu'il y avait des réunions, pour ainsi dire, lorsqu'ils étaient convoqués pour les élections ou pour voter des lois ou des décisions importantes, comme par exemple, faut-il renouveler le nouveau traité de paix et d'alliance avec l'Autriche ou non. Et ça se rapproche déjà plus d'une démocratie telle qu'on l'entend nous, surtout qu'a priori, il n'y avait pas la nécessité par exemple, d'avoir une certaine richesse, seulement le fait d'être en condition de défendre, pour ainsi dire, le canton en cas de souci, en cas d'invasion. En quoi la mise en lumière de ces expériences sur le temps long, de ces expériences historiques, peut nous aider à comprendre les différentes modalités du choix politique de type démocratique au 19e, au 20e siècle, et même peut-être plus près de chez nous? Est-ce que vous avez, vous, un regard sur les démocraties libérales, les démocraties illibérales dans la période peut-être plus récente, avec cette profondeur de vue que vous donne l'étude de Venise et de Berne à l'époque moderne? Alors, d'une certaine manière, on peut dire que cela nous aide à comprendre, en tout cas, sans risquer d'anachronisme, on peut se permettre de comparer certains fonctionnements. On peut presque prendre exemple, je dirais aussi, sur certaines des mesures ou des modes de fonctionnement de ces pratiques historiques pour nous
nous en inspirer nous. Je pense par exemple à Venise au fait qu'un patricien ne pouvait pas renouveler un même mandat, par exemple. Il devait attendre en tout cas le temps d'un mandat pour occuper la même charge, si tel était son souhait d'avoir encore cette même charge. Je pense aussi au fait qu'il y avait des systèmes d'auto-exclusion entre les familles pour éviter justement une trop grande oligarchisation du système, ou encore donc pour les cantons suisses au fait vraiment que des questions cruciales, telles que par exemple des traités de paix ou d'alliance, soient proposées, soient discutées devant le peuple, et qu'il n'y ait pas seulement donc les magistrats à parler, à décider de ce qu'il fallait faire ou non dans ces cas-là. Vous qui avez cette profondeur de vue historique, comme je le disais tout à l'heure, pour se rattacher aux thèmes généraux des entretiens d'Auxerre, si la démocratie a un passé, pensez-vous qu'elle a aussi un avenir? Oui, la démocratie a un avenir. Je dirais même qu'elle en a plusieurs. Il a existé plusieurs types de démocratie dans le passé, donc pourquoi n'y en aurait-il pas plusieurs aussi à l'avenir? Ça, ce sera à nous tous d'en décider, de voir ce que l'on souhaite en faire. Maud Arrivel, merci beaucoup. J'aimerais vous poser une dernière question qui sera le mot de la fin. Est-ce que vous auriez un ouvrage à nous conseiller qui vous a particulièrement marqué, qui peut-être a été fondateur pour votre parcours, vos études, votre carrière, votre regard sur l'histoire, votre regard sur aujourd'hui? Oui, c'est le livre de Marc Bloch sur le métier d'historien, dans lequel il explique clairement qu'on ne peut comprendre le passé qu'à travers le présent et le présent à travers le passé. Écoutez, merci beaucoup pour les entretiens 2021. Merci beaucoup. Merci à vous.